Bien, bonsoir à tout le monde. Comme mon prédécesseur, je vais commencer par remercier les organisateurs de ce symposium et en particulier le professeur Nishiyama pour l'honneur et le plaisir qu'ils me font de m'inviter à cette occasion-ci. On commence beaucoup à s'interroger sur le discours académique, scientifique ou universitaire, principalement en raison de la multiplication des échanges, des collaborations, des planifications internationales sur le plan de l'enseignement comme sur celui de la recherche. En contact avec leurs professeurs, leurs collègues, leurs étudiants étrangers, parlant la même langue ou a fortiori une autre langue, les différents membres de la communauté universitaire comme nous le sommes sont amenés à s'interroger sur leurs pratiques discursives, soit pour en relever les singularités. Ça va? Non, je n'ai pas de brevet. Soit donc pour, je disais, pour en relever les singularités, soit pour essayer de les neutraliser afin de s'inscrire dans cette globalisation intellectuelle en plein essor, on vient d'en parler. Que ce soit pour aider les étudiants ou pour participer à cette internationalisation, les études sur les discours universitaires se sont d'abord développées de manière empirique pour répondre à des besoins concrets, avant de devenir maintenant un champ de recherche théorique et spéculative. Quelques remarques liminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. D'abord pour clarifier notre point de vue, qui est celui d'un universitaire francophone, plus précisément de la communauté française de Belgique d'une part, travaillant dans le domaine des sciences humaines, plus précisément la linguistique d'autre part. Dans la perspective inévitablement autoréflexive qui est la nôtre, puisque nous discourons sur nos propres discours, il est essentiel de se situer explicitement sous peine de verser dans un universalisme que l'on est justement censé interroger. Il est évident qu'un géologue québécois, une linguiste norvégienne, un philosophe marocain, un mathématicien japonais ne se positionnerait pas de la même façon par rapport à la langue, au discours, à la littérature scientifique, aux enjeux qu'ils représentent pour l'avenir, et c'est justement l'intérêt d'un symposium comme celui-ci de permettre de comparer les points de vue. Notons en passant, justement, nous sommes deux linguistes, que les discours universitaires, pas plus que les autres discours et que la langue d'une manière générale, n'appartiennent davantage aux linguistes qu'aux autres usagers. Chaque spécialiste disciplinaire est tout autant un spécialiste du discours qui lui permet de rechercher, d'enseigner, de communiquer dans son domaine. Mais c'est vrai aussi qu'au moment où leur discipline est devenue une science à part entière, et même très ambitieuse, avec le développement du structuralisme, les linguistes se sont interrogés plus que tout autre sur les rapports complexes et ambigus entre l'objet et le discours scientifique. Précisément parce que, dans notre cas, linguistes, ils se confondent par principe. La linguistique a donc une certaine expérience de ce difficile, voire impossible, partage entre les mots et les choses, qui touche en fait toutes les sciences. L'histoire des sciences humaines du XXe siècle, de l'anthropologie, de la sociologie, de la critique littéraire, pourrait d'ailleurs se focaliser sur leurs relations problématiques avec la langue et les discours qu'elles ont notamment cherché à remplacer par des formules, des diagrammes et des statistiques, en espérant gagner ainsi en objectivité. Il faut partir du fait que les discours universitaires, tels que nous le désignons, relèvent de plusieurs logiques. Et c'est de leur interaction que l'analyse doit avant tout rendre compte. La logique de la pensée, la logique de la raison raisonnante, la logique de la langue, la logique de l'objet considéré, la logique de la culture, de la société, de l'idéologie, la logique de la discipline, la logique de la recherche scientifique, la logique de l'enseignement, la logique de l'institution et aussi la logique du marché, du profit commercial. Il n'y a évidemment pas d'adéquation systématique entre ces logiques, principalement entre la langue, la raison et la réalité, comme le pensaient les grammairiens de Port-Royal, qui estimaient qu'à l'organisation des mots correspond parfaitement
l'organisation des choses, et que l'esprit parle et connaît dans le même mouvement. La grammaire représentait alors la science des sciences, puisqu'elle met au jour, en la mettant en œuvre, la logique universelle, un statut que la linguistique retrouvera en partie au XXe siècle, au moment où le structuralisme servira de modèle aux sciences humaines. Actuellement, c'est le paradigme cognitif qui domine les sciences humaines. Il est évident que son éclairage contribuera de manière significative à la compréhension des discours universitaires. Quand on saura mieux comment on sait, c'est-à-dire comment on raisonne et comment on apprend à raisonner, on saura comment on peut mieux chercher et mieux enseigner. On veillera cependant à ne pas confondre les conditions naturelles, innées, universelles de la cognition et les conditions culturelles, institutionnelles, idéologiques de ces manifestations, les unes et les autres déterminant ensemble les discours universitaires selon des modalités encore à découvrir. On pourrait en effet être tenté d'invoquer des mécanismes cérébraux pour justifier le succès de certains modèles scientifiques qui s'expliquent au moins autant, sinon davantage, par les circonstances historiques, par des options épistémologiques ou des pressions institutionnelles, commerciales, idéologiques. On le voit, il est aussi difficile d'articuler ces logiques que de les distinguer, si tant est qu'elles existent ou se manifestent séparément les unes des autres. Le débat entre Piaget et Chomsky reste entier. Devant cette complexité des rapports entre les logiques en jeu et l'incertitude qu'elle doit inspirer aux personnes qui produisent et analysent les discours scientifiques, nous-mêmes, nous pensons que la réflexion et la méthode d'Edgar Morin sont probablement celles qui permettent le mieux de les mettre en perspective, sur base notamment de son modèle des interrétroactions entre le désordre, l'organisation et l'ordre. Dans son projet de réformer la pensée pour réformer l'enseignement, Edgar Morin insiste sur le principe que nous faisons nôtre que toute connaissance est aussi connaissance de la connaissance, ce qui implique pour nous que l'étude scientifique de tout objet induit l'étude critique des discours que l'on tient sur lui. Chaque discipline, chaque approche doit interroger et expliciter ses choix épistémologiques relatifs aux rapports qu'elles établissent entre les différentes logiques citées plus haut. C'est à notre avis dans cette direction que devrait travailler l'analyse des discours en collaboration avec les spécialistes des différents domaines. Une question qui nous interpelle cependant est celle de savoir si l'on peut parler sur base de propriétés suffisamment distinctes par rapport à l'univers interdiscursif englobant et suffisamment communes par rapport à l'univers interdiscursif englobé d'un discours universitaire au singulier. Premièrement, existerait-il ou pourrait-il exister un discours scientifique absolu qui serait complètement neutre, transparent, logique, universel, qui conviendrait autant à la botanique, à la philosophie, à la médecine, au droit qu'à la linguistique, qui permettrait de décrire son objet sans le dénaturer, de décrire l'ordre du monde sans le fausser, qui empêcherait toute ambiguïté dans ses rapports avec la réalité comme avec l'interlocuteur. Umberto Eco a consacré un important essai aux nombreuses tentatives de langue parfaite, construite et reconstruite à des fins religieuses, politiques, humanitaires, mais aussi scientifiques, par exemple dans le dernier cas par Bacon, Comenius, Wilkin, Leibniz, Leibniz, pour ne citer que les plus célèbres. Ces utopies ont échoué, même si, dit Eco, elles ont produit des effets collatéraux toujours d'actualité. Parce que l'on ne peut réduire le monde à un ensemble de signes, que sa compréhension ne peut s'effectuer sans interprétation, mais surtout parce que la science n'est ni dans l'objet, ni dans le sujet, ni dans le discours que celui-ci tient sur celui-là, mais dans leur inter-rétroaction, chaque fois à remettre en cause et en perspective. Ce serait une nouvelle illusion ou une nouvelle imposture que de postuler l'existence et d'imposer l'usage d'un degré zéro du discours scientifique, ainsi que de tout autre discours d'ailleurs.
Barthes a révélé la mystification idéologique que représenterait ce genre d'artefact, et Orwell, dans 1984, a averti, on ne peut plus explicitement, de ces dangers pour la société. Deuxièmement, existerait-il sous ces différents avatars un seul et même discours scientifique atemporel? Ou encore, les discours scientifiques progressent-ils et aboutiront-ils bientôt à une forme unique et définitive? Inutile de rappeler que les sciences évoluent de manière chaotique, et même chaotique avec CH, que pour certaines d'entre elles, la notion même de progrès est discutable. En tout cas, l'histoire des sciences ne représente pas une accumulation linéaire de connaissances qui nous mènerait petit à petit au vrai. Thomas Kuhn a démontré que le progrès scientifique procède de ruptures et de bouleversements. Il souligne aussi le caractère relatif de la connaissance et conteste l'objectivité des scientifiques. Paul Feyerabend, auteur d'une théorie anarchiste de la connaissance, va encore plus loin dans la mesure où il s'oppose à toute méthodologie scientifique. Faire progresser les sciences consisterait avant tout à les renouveler, à changer les paradigmes. Sans que nous allions plus loin dans ce débat qui dépasse largement le cadre d'une autre, on peut tout de même raisonnablement craindre, si l'on norme implicitement ou explicitement les discours scientifiques, si on les formate selon des modèles que l'on juge ici et maintenant préférables à d'autres, et si l'on contraint les universitaires de tous les domaines et de toutes les obédiences à le respecter, sous peine de ne pas avoir l'occasion de se faire entendre ou lire dans une revue américaine, que ces universitaires se mettent alors à chercher et à trouver, à enseigner et à publier les mêmes choses, au moins de la même manière et dans la même orientation. En figeant les discours universitaires, on court inévitablement le risque d'handicaper les sciences en réduisant leur marge de main-d'œuvre et en sapant la créativité indispensable à leur développement. Troisièmement, doit-on favoriser un discours universitaire international? Jérôme Brunner, un des pères fondateurs de la psychologie cognitive dont j'ai parlé tout à l'heure, remarque que cette discipline est en train de suivre une orientation qui n'était pas celle de ses débuts et qui ne prend en compte qu'un aspect de la cognition. L'intérêt, dit-il, ne porte plus sur la construction des sens, mais sur le traitement de l'information, en prenant l'ordinateur comme modèle de fonctionnement de l'esprit humain, ce qui constitue un nouveau réductionnisme après celui du behaviorisme. Plutôt que d'opposer les deux orientations, l'une qui s'intéresse au processus qui se déroule à l'intérieur du cerveau, l'autre au processus qui se déroule dans un environnement culturel déterminé, il propose de les articuler. Le savoir, autant au niveau de sa production que de sa transmission, est indissociable de la culture d'où il est issu, qui l'a permis et qui l'a provoqué. Je cite Claude Agege, cet enracinement dans la culture qui seul permet une pensée à la fois plus critique et plus inventive, une pensée articulée sur la connaissance profonde des contenus des mots et de leur connexion. L'implémentation d'un savoir chez des personnes à qui il est étranger est autant vouée à l'échec, aux illusions, aux égarements, que l'applicationnisme de modèles d'une discipline à l'autre. On sait depuis longtemps, en linguistique, qu'il n'y a pas de langue sans culture, sur le plan de son fonctionnement, de son utilisation, de son apprentissage. Il n'est pas moins irréaliste, illégitime, dangereux, de vouloir gommer la culture du savoir, décontextualiser la science sous prétexte d'en assurer une meilleure diffusion, de favoriser les échanges et les collaborations. Cela reviendrait à tarir la source de la pensée créatrice dont elle émane, finalement de tuer la poule aux œufs d'or. À ce propos, est-ce favoriser la science à long terme que d'imposer une lingua franca qui n'est la langue maternelle que d'un petit nombre de scientifiques, soit parce qu'on la juge, naïvement ou non, dorénavant dépourvue de toute dimension idéologique, soit parce qu'on adopte, consciemment ou non, la culture qui lui est associée. Les universitaires commencent à s'inquiéter de l'envahissement de l'anglais dans les universités et les laboratoires du monde entier,
et des effets néfastes de la rupture de plus en plus précoce et radicale des étudiants et des chercheurs avec leur langue et leur culture maternelle. Beaucoup annoncent un appauvrissement culturel et partant scientifique, d'autres parlent d'aliénation. Évidemment, l'internationalisation dans le sens de la compétitivité comme de la collaboration est désormais un des principaux vecteurs de l'évolution de l'université, étroitement associé à celui de la commercialisation des études supérieures. La multiplication des contacts, des échanges d'étudiants, de chercheurs et de professeurs, des projets, des planifications transfrontalières sur le plan de l'enseignement comme sur celui de la recherche, a modifié le fonctionnement interne de chaque institution qui doit non seulement se conformer à ses exigences extérieures, mais qui doit aussi, pour survivre, se rendre visible sur le plan international, soit par ses qualités, être la meilleure, soit par sa taille, être la plus grande, soit par sa spécificité, la seule dans tel ou tel domaine. Ces trois critères étant interdépendants selon les cas, tandis que le critère de proximité, le choix de l'université la plus voisine, ne joue pratiquement plus que pour les premières années d'études. S'il est difficile de contester les bénéfices de cette internationalisation, il faut tout de même se demander s'il n'est pas parfois inadéquat, contraignant, voire contre-productif, d'organiser à tout prix et de valoriser à ce point des revues, des projets, des colloques, des programmes, des classements internationaux, rankings, au détriment d'initiatives moins ambitieuses, mais au moins aussi pertinentes, sans compter les risques d'uniformisation qu'entraîne inévitablement cette internationale académique dont il a déjà été question. Sans être alarmiste, nous voulons seulement attirer ici l'attention sur les enjeux scientifiques, idéologiques, humains d'une standardisation des discours universitaires au service d'une globalisation académique, comme de standardisation de tout discours au service de n'importe quelle cause. En uniformisant les discours scientifiques, on uniformise et on oriente les méthodes, les approches, le regard que les scientifiques, les professeurs et leurs étudiants portent sur le monde, physique ou social. Et on uniformise et oriente le monde par la même occasion. Il y a effectivement de sérieux risques qu'à long terme, un discours unique entraîne une pensée unique, qu'elle soit scientifique, politique ou culturelle. Il est donc urgent, vu la rapidité avec laquelle s'internationalisent les universités, leurs programmes d'études, leurs projets scientifiques, leurs systèmes d'évaluation, que l'on interroge, discute, explicite une articulation entre, d'une part, les besoins indiscutables de communication, de collaboration, d'échange entre les pays, les institutions, les disciplines, et d'autre part, la sauvegarde, si possible le développement des spécificités disciplinaires, culturelles, institutionnelles, mais aussi de la liberté, de la flexibilité, de la créativité sans lesquelles la recherche et l'enseignement ne sont pas viables. Les programmes académiques internationaux sont-ils en faveur de la diversité linguistique et culturelle? Et là aussi, je prendrai l'exemple de l'Europe qui pourrait être extrapolé au cadre de la mondialisation. Il est trop facile de montrer que les ambitieux et coûteux programmes plurilingues et interculturels internationaux, notamment européens, n'ont guère empêché, précisément dans ces institutions universitaires qui devraient en profiter les premières, l'irrésistible envahissement de l'anglais et de modèles anglo-américains dans la recherche, puis maintenant de plus en plus dans l'enseignement, notamment pour pouvoir vendre à la communauté universitaire internationale des Masterful English ou des Massive Online Open Courses, et figurer au plus haut dans les classements académiques des universités mondiales. En fait, ce ne serait encore rien si cette globalisation et standardisation ne concernaient que la langue et les structures universitaires, mais elle risque d'avoir aussi des effets désastreux irrémédiables sur les principes mêmes de l'exercice de la pensée et du développement du savoir, comme nous venons de le voir. Quant aux programmes et référentiels que l'on impose petit à petit aux professeurs de langue qui doivent contribuer à la mondialisation, il semble contestable et même risqué de charger officiellement le professeur de langue, comme tout autre professeur,
d'inculquer à ses apprenants un savoir-être et un savoir-vivre conformes à des directives, à des curricula, des évaluations, quand bien même cette éducation, dit-on, bénéficierait à cet apprenant comme à la planète entière. Au-delà des déclarations d'intention, on constate que le bien de l'apprenant relève surtout de son employabilité et que le bien de la planète de son développement économique. À croire que le pouvoir politique, qui n'a de pouvoir que celui que lui laisse la finance et l'économie, et dont la responsabilité se limite maintenant surtout à veiller à ce que le profil et les ambitions des citoyens européens ou du monde répondent aux exigences du marché. Donc le pouvoir politique demande aux médiateurs comme les professeurs et autres experts de faire ce que lui n'a pas encore réussi par ses actions, donner à ses citoyens un sentiment de cohérence et d'appartenance européenne ou mondiale, et de les convaincre que c'est dans leur intérêt non seulement d'accepter la croissance économique comme seul avenir possible et la globalisation culturelle comme seul univers souhaitable, mais d'y participer, si cela lui est possible, et de ne pas les contrarier dans le cas contraire. Aussi favorable peut-on être à l'interculturalité, telle que recommandée par l'Europe ou d'autres instances internationales, on est tout de même en droit de s'interroger sur les tenants et les aboutissants idéologiques déclarés et réels des grands projets éducatifs qui s'en réclament au nom de l'humanisme. Il y a quelque chose de paradoxal dans le principe d'interculturalité programmée, officialisée, généralisée, qui suscite une forme de méfiance, voire de résistance, comme y encourage Lévi-Strauss, qu'on citait tout à l'heure. Il dit ceci: chaque culture se développe grâce à des échanges avec d'autres cultures, mais il faut que chacune y mette une certaine résistance. Sinon, très vite, elle n'aurait plus rien qui lui appartienne en propre à échanger. L'absence et l'excès de communication ont l'un et l'autre leur danger. Je vous demande de méditer cette citation. L'interculturalité doit naître librement sur le terrain local des interactions spontanées et créatives entre les différentes cultures. Elle ne peut être imposée d'en haut à tous, partout et une fois pour toutes, au nom d'un projet politique et économique, et encore moins servir les seuls intérêts matériels d'un groupe de privilégiés. Dans ce cas, il s'agirait seulement d'une nouvelle forme d'impérialisme, d'autant plus pernicieuse qu'elle est sournoise. Et la médiation ne sera alors qu'un prête-nom pour la propagande et la manipulation. La situation en Belgique maintenant. Je suis embarrassé parce que les Belges sont très mal placés pour parler de plurilinguisme et d'interculturalité, dans la mesure où les deux communautés de mon pays, les néerlandophones dans le nord et les francophones dans le sud, ne cessent de se quereller depuis la création de la Belgique en 1830, et que nous avons failli nous séparer il y a quelques années encore, comme ça a été le cas en Tchécoslovaquie. Peut-être les prochaines élections, dans quelques mois, permettront-elles aux nationalistes flamands d'obtenir finalement ce qu'ils attendent depuis longtemps, la scission du pays et leur indépendance. En fait, si la question des langues dans la vie politique, administrative et sociale suscite de farouches et interminables discussions et disputes en Belgique, souvent absurdes, une autre spécialité de notre pays, la question des langues à l'université ne fait guère débat en Belgique. Un petit pays qui s'aligne sur ses puissants voisins pour ne pas rester à la traîne et dont les problèmes linguistiques favorisent plutôt le recours à l'anglais. Il faut dire que la langue française a longtemps dominé en Belgique, notamment dans les universités, au point que les néerlandophones se sont rebellés et ont expulsé les francophones de l'université de Louvain en 1968 au cri de Wallenbuiten, les francophones dehors. La crise politique que cette guerre linguistique a provoquée a obligé les francophones à construire un nouveau campus et par là même une nouvelle ville à quelques dizaines de kilomètres qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Actuellement, les universités du Nord, néerlandophones donc, vu le petit rayonnement international du néerlandais et la proximité linguistique de cette langue avec l'anglais, ont rapidement anglicisé leur programme d'études pour préparer leurs étudiants au plurilinguisme et attirer le public étranger. Et plusieurs d'entre elles ont maintenant
sont maintenant presque totalement bilingues, non plus français-néerlandais comme auparavant, mais néerlandais-anglais. Et à ce jour, les présidents et recteurs des universités francophones ne se sont pas mis d'accord sur une politique linguistique commune pour réagir à l'anglicisation des universités néerlandophones. Ce qui cause bien sûr préjudice, car les étrangers préfèrent faire leurs études en Flandre qu'en Wallonie. En conclusion, il m'est avis que l'alternative de l'anglicisation des études universitaires dans le monde reste un enseignement de la langue nationale sur objectifs universitaires ou spécifiques liés à la discipline et à la profession, pour que les étudiants étrangers voient un intérêt direct à se donner la peine d'apprendre cette langue plutôt que de choisir la facilité des études en anglais. Pour la langue scientifique, des mesures plus radicales, sur le plan global comme local, devraient être prises pour changer les conceptions, les pratiques, les systèmes, pour résister aux pressions émanant des milieux économiques et politiques et surtout conscientiser les nouvelles générations, c'est-à-dire nos étudiants, j'espère qu'il y en a dans la salle, nouvelle génération d'étudiants et de scientifiques, des dangers de la voie dans laquelle se sont embarqués leurs prédécesseurs. Je vais terminer par un petit exemple, un exemple concret très actuel. On apprend que sera organisé à Sarajevo le 9 et 10 mai prochain par l'association Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, en collaboration avec d'autres éminentes associations internationales, l'International Association of Applied Linguistics, International Association for Translation International Studies, ainsi que la Commission européenne, est organisé à Sarajevo donc un colloque international intitulé Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Cependant, en découvrant l'affiche apposée dans tous les départements de langue du monde et la page d'accueil du site internet du colloque, on a la surprise de constater que 5 des 6 keynote speakers dont on expose la photo et les titres sont américains et que le 6e est anglais. N'est-ce pas paradoxal, contestable, voire inquiétant, de limiter le cadre de réflexion d'un tel colloque au seul point de vue anglo-américain, alors que cette problématique réclame au contraire de rendre compte de la variété des conceptions et de favoriser celle des approches, surtout dans une ville européenne aussi significative à cet égard que Sarajevo, dont les anglo-américains semblent ainsi s'approprier la symbolique. Comme on ne peut pas croire que les organisateurs ignorent l'existence en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, d'aussi prestigieux spécialistes qu'aux USA, il s'agit bien d'un parti pris scientifique, intellectuel et idéologique que de les tenir à l'écart, ces autres spécialistes, d'un colloque pourtant international sur une problématique pourtant interculturelle. La contradiction, le coup de force, oserais-je dire, saute aux yeux d'une approche monolithique pour traiter une question aussi plurielle et complexe et critique pour l'humanité entière à l'heure de la globalisation. Dans ce dialogue strictement bilatéral que les Anglo-Américains se réservent avec leurs interlocuteurs régionaux de Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de Roumanie et de Turquie, les seules nationalités représentées dans le comité scientifique en plus des Américains, Anglais et autres Néo-Zélandais, les scientifiques anglo-saxons estiment-ils que leur conception de l'enseignement des langues, du plurilinguisme et de l'interculturalité, dont on peut mesurer depuis toujours les bienfaits là où elles sont professées, ne souffrent aucune contestation et n'attendent qu'à se répandre dans le monde pour le pacifier et l'améliorer. On notera aussi que seuls le serbe, bosnien, croate, monténégrin et le turc sont admis en plus de la langue anglaise pendant le colloque. On ne sait pas s'il faut voir dans cette attitude de nos collègues anglo-américains, en dépit de leur indéniable qualité, je n'en parle pas, scientifique, est-ce de l'ingénuité, de l'arrogance ou bien une menace pour l'avenir? J'ai d'ailleurs oublié d'insister sur le fait que les mots « culture »
et identity sont dans le titre du même colloque au singulier. Je vous remercie pour votre attention. ディファイス先生どうもありがとうございました。まさにクリティカルなFaïs, c'était un exposé très très critique. Et donc nous avons à notre université commencé l'enseignement des différentes matières en anglais. Nous devons réfléchir.